J'avais écrit quelques pages sur moi, parce que vous ne me connaissez pas du tout. Enfin, je ne vous connais pas non plus, donc voilà. Mais j'ai choisi de pas les lire parce que, voilà, pas envie. Donc je vais y aller plutôt comme ça, à l'arrache. Donc je suis Marcelin Willems. Je suis pas du tout journaliste ou podcasteur ou quoi que ce soit. À la base, moi, je suis musicien. Je suis venu au podcast un peu par erreur, comme un peu tout dans ma vie, mais au final, chaque fois, c'est des erreurs qui font que ça dépasse ce qu'on pouvait attendre, et c'est ça qui est merveilleux. Et puis, j'ai fait des podcasts alors parce que je rencontrais des musiciens, et puis je me suis dit, oui, mais j'ai pas envie de rencontrer que des musiciens, j'aimerais rencontrer d'autres personnes, donc j'ai fait d'autres podcasts sur tout un tas de sujets. Et puis, ben voilà, il se fait que j'ai lancé ce podcast il y a 3 ans. La journée commence par le rêve, sur ce sujet de cœur, en fait, qui, pour moi, est d'unir science, spiritualité et art. Sinon, plus personnellement, moi, j'ai grandi en étant complètement athée, donc pour moi, il n'y avait rien du tout. On meurt, c'est fini, au revoir. Et puis, je sais pas, avec le temps, je me suis dit, plutôt que d'être celui qui rigole en bout de table et qui se moque, si finalement t'écoutais un petit peu, si t'étais un petit peu plus ouvert. Et puis, en doutant, j'ai ouvert un peu plus. Et donc aujourd'hui, bah, je ne suis plus celui qui rit en bout de table, je suis celui qui écoute, qui essaye de comprendre, comme nous tous ici. Je pense que je reste cartésien parce que quand on est chercheur, on est tous un peu chercheurs, chercheuses ici, mais en fait c'est parce qu'on est quand même cartésien au fond de nous, même si on se dit qu'on est ouvert à la spiritualité, etc. Mais on a envie de comprendre, qu'on a envie de découvrir, on a envie on a une question et puis on a une autre derrière et puis ça continue comme ça. Donc je pense qu'il y a cette démarche-là. Voilà, en ce qui me concerne, et donc on va rejoindre nos invités maintenant. Je pense que j'ai assez parlé de moi et on va donc s'intéresser un petit peu à leur dernier ouvrage, mais aussi à leur parcours, donc leur dernier ouvrage Connexion. Alors d'habitude c'est un podcast, donc ça veut dire que y a que du son, donc moi je peux lire tranquillement mes questions et on voit pas que je lis mes questions, mais bon ici, ben voilà. Donc si ça vous gêne que je lise mes questions, vous pouvez toujours fermer les yeux, comme ça devient un podcast, comme vous voulez. Sylvie Détiolin, bonjour. Vous êtes docteur en biologie moléculaire et directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques. La noésie étant chez Platon la faculté d'atteindre la vérité par l'intuition. L'énigme de la conscience et l'étude des états modifiés de conscience sont donc une des préoccupations majeures de l'Institut. Claude-Charles Fourier, bonjour. Vous êtes psychothérapeute à l'Institut suisse des sciences noétiques et vous êtes spécialisé dans les états modifiés de conscience. Sylvie Détiolin, très jeune, vous vous posez des questions sur le monde dans lequel vous vivez, et particulièrement des questions sur l'origine et le sens de l'existence. Vous êtes attiré par la poésie, entre autres Charles Baudelaire et son fameux recueil Les Fleurs du Mal, qui contient le poème Élévation, commençant par les vers « Par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit tu te meus avec agilité ». Avec le recul, est-ce qu'on pourrait dire que vos passions et interrogations d'enfance et adolescence qui concernent la science, la poésie et la conscience ont influencé votre parcours ? Alors déjà, je suis très étonnée. Je sais pas où vous avez trouvé cette info. Je sais tout. Je suis partie. Je sais mais tout. Où est-ce que j'ai mentionné ce poème ? Et du coup, j'étais en train de chercher. J'ai pas vraiment écouté la question. Je suis désolée. Mais est-ce que est-ce que justement, d'avoir baigné dans ce genre d'univers, etc., jeune, vous pensez que ça a une influence sur votre parcours ? Oui, alors je sais pas dans quel sens ça va, mais effectivement, moi, au tout début, c'est vraiment des ressentis que j'avais quand j'étais même très petite, hein, à 3-4 ans, je me rappelle d'avoir ce sentiment que ce qui m'entourait n'était pas la réalité. Mais bon, je le formulais pas comme ça du tout, hein, à cet âge-là, mais vraiment des sensations assez étranges qui, en grandissant, sont devenues à l'adolescence des questionnements. Et puis du coup, ça m'a ouvert à plein de choses. Effectivement, la littérature, la poésie, et puis très vite les sciences. Et j'ai fait le choix de partir dans le domaine scientifique, mais je sais pas trop pourquoi finalement. Maintenant, je me dis que voilà, peut-être que je serais tombée, je sais pas, j'aurais rencontré un maître bouddhiste, j'aurais cherché la vérité dans cette direction-là. Moi, je suis tombée sur la science, puis je pense que ça correspondait quand même à quelque chose qui était au fond de moi.
En 1995, une amie vous prête un livre qui l'a impressionné, La Source Noire de Patrice Van Hersel, et ici présent dans la salle. Livre qui vous amène à prendre conscience du potentiel incroyable des recherches sur la conscience, les NDE, Near Death Experience, traduit en français par EMI, expérience de mort imminente, soit l'ensemble des sensations et visions récurrentes liées à la mort clinique ou au coma avancé. Vision qui s'accompagne de sorties hors corps, de l'image d'un tunnel, de lumière, de rencontres avec des entités spirituelles, des proches décédés. Et vous dites au sujet de La Source Noire, ce livre a été un électrochoc. Je me rendais compte que la science se gardait de répondre aux questions existentielles qui me passionnaient. Oui, parce que moi, donc j'avais toujours ces questionnements. D'abord, j'ai commencé en physique pour faire de l'astrophysique. Je me suis rendu compte que c'était pas là que j'allais trouver mes réponses finalement, parce qu'il y avait beaucoup trop de maths pour moi et que c'était trop dans l'abstraction. J'ai bifurqué vers la biologie. Et puis il y avait toujours cette sensation de manque en fait. Et je me rendais compte effectivement que la science, elle décrit comment les choses marchent et pourquoi elles marchent comme ça, mais pas pourquoi elles sont comme ça. Et moi, c'était des questions qui étaient au-delà de ça qui m'intéressaient. Et puis surtout, moi, j'avais une peur quand même grandissante de la mort depuis l'adolescence, justement pour des raisons familiales, enfin toutes sortes de choses. Bienvenue au club. Ouais, je crois comme beaucoup effectivement, mais c'était très très fort. En fait, c'est un moment parce que justement en biologie, on m'apprenait que voilà, une fois que le cerveau s'éteignait, tout s'arrêtait. Et moi, ça déclenchait vraiment des angoisses très très fortes. Et j'avais cette sensation, voilà, de chercher quelque chose, mais en me disant, mais je dois être une éternelle insatisfaite, en fait. Et puis, c'est dans ce contexte, effectivement, que le livre de Patrice m'est tombé dans les mains. Et c'est vrai, quand je dis c'est un électrochoc, c'est que je vois encore le moment. Cet ami me décrivait les expériences de mort imminente, et déjà, j'avais un sentiment de familiarité, alors que j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai su instantanément que c'était dans cette direction que je devais partir. Ça a été tout d'un coup mon avenir complètement fermé. Je me voyais travailler dans un laboratoire de biologie toute ma vie et ça me convenait pas. Et tout d'un coup, voilà, tout s'est ouvert. Donc Patrice sait à quel point je le remercie pour ce livre. Vous cherchez un laboratoire de recherche étudiant les NDE en vain et vous partez effectuer un post-doctorat dans le département de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Californie à Berkeley. Une fois revenu en Suisse, vous occupez d'un journal en ligne, ProLune, qui propose des articles de vulgarisation scientifique. En 1999, vous imaginez le concept de Noesis, un centre permettant recherche scientifique et rencontres humaines. Et vous avez entendu Claude-Charles Fourier. Alors après la diffusion de l'émission Aux frontières de la mort, vous contactez Sylvie Détiola, vous lui racontez votre parcours de psychothérapeute pendant 12 ans, cabinet privé à Paris, puis durant 7 autres années dans un cabinet suisse. Vous lui parlez de la méthode thérapeutique que vous avez créée avec l'appui d'un médecin de Genève, ainsi que les séances de relaxation et de méditation que vous animez. Vous lui expliquez que les personnes venant vous consulter pour des problèmes qui relèvent d'états modifiés de conscience restent rares et que vous avez le sentiment, avec Noesis, de pouvoir être au cœur de ce qui vous intéresse. Vous intégrez le centre donc par la suite en qualité de psychothérapeute. J'ai envie de vous demander à tous les deux quels sont vos premiers souvenirs de l'un et de l'autre. Alors c'est assez c'est très positif. D'ailleurs, on est encore là dans la même relation, dans la même collaboration. C'était positif, mais c'est vrai qu'on était très différents. Et c'est vrai que moi, au début, je le trouvais quand même assez bizarre. Oui. Je crois même qu'elle a eu peur. Et pour être honnête, il me parlait de choses en pensant que je comprenais. Mais en fait, moi, j'avais pas tout ce bagage. Moi, je venais de la biologie moléculaire. Bon, je connaissais bien les phénomènes, je connaissais bien les NDE, mais tout ce travail autour du mental, le travail de développement personnel, c'était moins ma tasse de thé. Et donc, je le trouvais assez énigmatique. Mais lui était convaincu qu'on devait travailler ensemble, donc il a persisté un certain temps. Et puis finalement, voilà, je me suis ouverte. Et puis après, c'est ça qui est intéressant, c'est que on s'est mutuellement influencé. C'est-à-dire que je l'ai scientifisé, oui, et il m'a malgré moi, déscientifisé, oui, en fait. C'est vrai que pendant 6 mois avant de prendre contact avec Sylvie, j'avais beaucoup de signes qui me disaient, et d'intuitions qui venaient me dire tu dois aller là-bas, c'est là-bas que le travail va continuer. Afin de faire connaître à la population l'existence et les résultats de vos différentes recherches effectuées, vous participez à de nombreuses conférences à Genève, en France
et notamment le 17 juin 2006 où vous participez à un colloque international en Provence à Martigues. Vous y faites la rencontre de Nicolas Fraisse, un jeune comptable venu de Lyon pour accompagner une amie. Il a 24 ans et il s'inscrit à un appel à volontaires pour participer au projet de recherche que vous menez depuis janvier 2005. Vous souhaitez étudier les mécanismes du cerveau par imagerie et vérifier la réalité des perceptions visuelles lors des sorties hors corps. Alors les sorties hors corps, c'est cet état de conscience modifié durant lequel le sujet a la sensation de s'extraire de son corps, de flotter et de pouvoir voyager vers d'autres contrées. Nicolas Fraisse se définit alors comme un magnétiseur et en même temps, il garde les pieds sur terre. Il vous explique avoir développé depuis l'adolescence des capacités qui lui permettent de ressentir et d'agir sur l'énergie de la nature et des êtres vivants tout en s'unissant à eux. Sous le pseudonyme de Thomas, il apparaît dans votre livre « État modifié de conscience » paru en 2011 aux éditions Favre. Il participe également activement à la vie du centre Noésis, notamment aux soirées du jeudi, réunions mensuelles ouvertes aux personnes ayant vécu ou non un état modifié de conscience. Alors, pourquoi Nicolas Fraisse s'est-il imposé comme un sujet qui se démarquait des autres? Pourquoi lui? Faut dire qu'on en a vu beaucoup. Quand on l'a rencontré à Martigues, ça faisait déjà plus d'une année qu'on cherchait. Et on s'était rendu compte que c'était très difficile en fait de trouver des candidats pour ce projet de recherche. Donc quelqu'un qui soit capable de le faire quasiment à volonté, alors qu'on l'observe dans des conditions de laboratoire. On avait vu que souvent, ce qu'il nous disait, souvent il nous contactait en nous disant « Oui, moi je peux vivre ça tout le temps, j'en vis chez moi ». Mais en fait, il y a une différence entre faire ça dans son salon et puis ensuite le faire quand on vous observe avec des électrodes sur la tête. Donc ça, c'était déjà un premier point. Et puis on a vu de tout, on a vu des gens quand même un petit peu allumés. On avait besoin de quelqu'un qui avait les pieds sur terre. On a vu des gens qui étaient limite, on a fait des séances qui étaient proches de décompenser des fois. Donc Nicolas réunissait tous les critères. Il part pas dans des interprétations, il donne les informations brutes. Il commence pas à interpréter lui-même ce qu'il vit. Il dit voilà ce que je ressens. Il avait fait ses propres vérifications de son côté parce qu'il a un côté scientifique, en tout cas très méthodique. Et tout ça, ça faisait que c'était vraiment très facile de travailler avec lui. Et une très grande motivation parce que même s'il avait fait ses propres vérifications, il y a toujours ce doute vis-à-vis de sa famille aussi. Sa famille n'était pas forcément très à l'aise avec ce qu'il vivait. Et le fait d'être étudié par des scientifiques, ça validait un petit peu tout ça. Donc il était très motivé. Une longue préparation commence, préparation de protocole, mais aussi long suivi de Nicolas. Vous arrivez à la constatation que sa fragilité, son besoin d'attention et le sentiment d'être incompris est un terreau fertile à ses sorties hors corps. Lors d'une série de 40 tests menés entre 2007 et 2008, Nicolas, allongé sur un petit matelas dans une première pièce, doit identifier des images choisies de manière aléatoire dans une base de données et projetées par un ordinateur dans une pièce contiguë, fermée à clé, store baissé, de manière que personne ne connaisse l'image cible au cours de l'expérimentation. En revenant à lui, Nicolas regarde une série de 20 images parmi lesquelles se trouve l'image cible afin de la désigner. Nicolas réussira 7 fois en sortie hors corps à voir une image et parviendra à l'identifier formellement. Sa réussite est donc de 100%. Mais qu'est-ce qui a fait que les 33 autres fois, Nicolas n'a pas réussi à voir l'image? C'est ça qui est intéressant, c'est que s'il avait identifié au hasard une image, ça n'aurait pas été un résultat de 100%, mais les 33 autres fois, il est revenu en nous disant « je ne peux pas faire mon choix ». Parce qu'en fait, soit je n'ai pas fait de sortie hors du corps, j'ai pas réussi à sortir de mon corps, soit je suis sortie, mais il y a eu une ambulance qui est passée, et puis c'était quelque chose qui était beaucoup plus intéressant pour lui, donc en général ça l'attirait, il partait à travers la ville et on le revoyait pas pendant 20 minutes. Et puis des fois il disait oui, je suis arrivé, j'ai réussi à aller dans la salle, mais j'étais positionnée sous le bureau ou dans un angle où il n'arrivait pas à percevoir l'image. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est que chaque fois qu'il est revenu en disant j'ai fait une sortie hors du corps, je suis allé dans la pièce, j'ai vu une image, il l'a identifiée correctement. Ce qui est un résultat quand même très fort. C'est ça qui fait voir aussi la difficulté de ce genre d'expérimentation. Le protocole, c'est bien mignon, mais il faut tenir compte du candidat et de ses états émotionnels, de ses intérêts, s'il a bien mangé, etc. C'est simple sur le papier, mais à mettre en pratique, ça devient très complexe.
Et puis la motivation aussi, parce que bon, j'imagine que quand on peut aller se promener dans l'espace, aller voir une image sur un ordi derrière une... c'est fou, quoi. Justement, on a dû faire tout un processus pour qu'ils prennent l'habitude, en sortie de corde, d'aller dans la pièce d'à côté. Donc, d'abord, on l'a tiré avec des bruits. C'est assez marrant, mais on tapait avec des casseroles sur des casseroles, on faisait du bruit pour que, voilà, comme il est très curieux, dès qu'il y avait un truc un peu insolite, il y allait. Ou alors on a mis des images qui pouvaient l'intriguer. On lui disait, on t'a mis un cadeau dans la pièce. Et puis pour que petit à petit, voilà, ce soit, parce que sinon, il partait directement chez lui, en fait, à Lyon, aller voir ce que son petit copain faisait, ou aller voir ses parents. Il avait des automatismes comme ça. Donc il a fallu tracer un sillon. Et comme dit Claude Charles, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, je pense qu'on est un peu les seuls à faire ça. On s'est adapté aux candidats. Enfin, on a vraiment pris en compte cette dimension humaine, émotionnelle, psychologique, et c'est pour ça que ça a pris un temps fou, parce qu'au début, on pensait que le projet durerait 1 an, et il a pris 10 ans. En 2016 sort le livre Voyage aux confins de la conscience, le cas Nicolas Fraisse, qui synthétise toutes les expériences dont on vient de parler. En 2012, voulant quitter la fondation de psychophysique créée 20 ans auparavant, Marcel et Monique Audier décident de vous la transmettre. Noesis devient alors l'Institut suisse des sciences noétiques, dont l'acronyme ISNOE est l'anagramme de Noesis. Vous acceptez lors de cette fusion de mener pour Marcel et Monique Audier une dernière expérience de clairvoyance qui sort de votre domaine de recherche. Cette expérience, racontée dans Voyage aux confins de la conscience, sera le point de départ de votre dernier ouvrage, Connexion, sorti chez Très Daniel l'an dernier. L'expérience de 100 tests, réalisés sur 5 jours à raison de 20 tests quotidiens, consiste à placer une image cible dans une enveloppe cachetée et à demander à Nicolas de préciser parmi 4 images proposées quelle image se trouve dans l'enveloppe. Au début, ça paraît compliqué jusqu'à ce que Claude-Charles Fourier vous ayez l'idée qui lancera véritablement l'expérience. Comme Nicolas Fraisse réalise des soins énergétiques sur des gens et reçoit des informations sur eux, vous suggérez de faire pareil avec les enveloppes, donc de poser les enveloppes sur une table de massage. Outre les résultats qui sont de 79 réponses justes sur 100, ce qui dépasse largement un pourcentage de réponses aléatoires, ce qui est surprenant, c'est que Nicolas entend un concert de voix à l'extérieur de sa tête lui murmurant à l'oreille les réponses. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la forme que prennent ces réponses. On va donner un exemple. L'image à trouver, c'est un étang sous la neige, et Nicolas reçoit « La nature se repose, sous l'eau la vie continue lentement, tout est blanc et attend, que revienne le temps des roses ». Quel a été votre sentiment en entendant ce genre de réponse ? Nous, on était assez étonnés, hein, c'est sûr. Ouais. Au bout du 7 ou 8e test, il a entendu une voix qui lui a dit « ça va pas assez vite ». Et là, Nicolas est devenu blême, parce qu'il n'avait jamais entendu, enfin, c'est un phénomène auquel il n'était pas du tout habitué. Et il nous a dit qu'est-ce qu'on fait ? On lui a dit on continue, on va bien voir. Nous, on était étonnés, mais on s'est dit faut voir ce que ça donne. Et à partir de là, effectivement, il a reçu. D'abord, c'était des musiques, beaucoup de musique. Et puis ça s'est complexifié. Ça a été des petites charades aussi. On peut donner l'exemple de pas des bois, mais très drôle. Et en fait, l'image correspondante, c'était Muriel Robin des Bois. Ou alors, ouvrons-lui le ventre et sortons-en le trésor. À ce moment, on s'est dit, c'est pas terrible. Et en fait, c'était la photo d'un accouchement par césarienne. Et donc, il y a eu plein de petites charades comme ça. Et donc, on n'a pas dépouillé. Donc, au début, on recevait ces textes et on s'est dit, on va attendre les 100 tests parce qu'on voulait pas que Nicolas soit perturbé si c'était complètement raté. Il voulait pas connaître les tests. Donc, on a fait les 100 tests. Puis, ça s'est petit à petit, c'est devenu des textes très poétiques avec des quatrains, avec des rimes parfaites. C'était un cas très scientifique pour tester un phénomène qui était de la clairvoyance, qui ne nous intéressait pas. Pour être honnête, on n'avait pas envie de la faire, cette expérience. On l'a vraiment faite pour faire plaisir à Marcel Audier. Et là, il s'est passé un truc complètement irrationnel auquel on s'attendait pas. Parce que c'est vraiment des voix qu'il entendait à l'extérieur de son oreille. Il entendait un poc comme ça dans l'oreille. Et ensuite, un concert de voix qui lui parlait. Et il se sentait tout petit. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui est extrêmement intéressant et qui nous a aidés après pour la suite du travail. C'est que ce qui est important dans ces cas-là, c'est pas la personne réceptrice, c'est le contenu du message. Oui. À vous dresser un état des lieux, il existe peu d'informations scientifiques sur les phénomènes de connexion.
Vous dites que le sujet n'est pas pris au sérieux et si on marque de l'intérêt, il y a un risque de perte de crédibilité aux yeux des chercheurs et perte des crédits de recherche. Moi, je suis un peu surpris parce que si on évoque l'alchimie, par exemple, qui remonte à si loin qu'on peut en dater précisément le début, siècle après siècle, c'est toujours le même procédé. C'est une connexion, une initiation avec un maître ou un ange qui transmet le secret. On peut penser au Ouija aussi, par exemple, où on reçoit des messages avec un support. Donc, on sent pourtant qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris par la sortie de votre livre, comme si c'était nouveau, amusant, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est très vieux. Comment ça se fait, ce... Je pense que ce qui sont peut-être surpris, c'est effectivement que des gens qui veulent s'inscrire dans une démarche scientifique se soient intéressés à ça. Et nous, les premiers, sincèrement, moi, je dis toujours, il y a quelques années, on m'aurait dit que j'aurais écrit un livre sur ce qu'on appelle le channeling. Finalement, j'y aurais pas cru parce que effectivement, c'est un sujet qui est, en tant que scientifique, c'est le truc le plus farfelu, quoi. Personne n'y croit. C'est un peu comme les ovnis, quoi. C'est vraiment le truc, voilà, qui fait rigoler. Donc, je pense que les gens sont étonnés que, après avoir essayé de mener des recherches vraiment très rigoureuses, comme avec les sorties hors du corps, tout d'un coup, on est osé aller dans ce domaine-là. Mais effectivement, il n'y a rien de nouveau, c'est connu, mais ça n'a jamais été étudié ou très peu étudié. Dans le monde anglo-saxon, il y a certaines études qui ont été réalisées, mais vraiment très peu de choses. Alors, tous ces éléments s'ajoutent à l'expérience vécue avec Nicolas Fraisse et vous poussent à mener cette étude sur les connexions. Quand je vous ai lu, je me suis dit que ça n'a pas dû être simple pour trouver tous les volontaires et des volontaires sincères pour le livre. Parce que j'ai le sentiment que quand on est en lien avec l'invisible, ça peut nous arriver à tous potentiellement. Quand on le vit dans sa chair, c'est réel pour nous. Le dire à tout le monde, mettre des mots dessus, ça peut revenir à tricher, à broder, à faire un truc qui va un peu dégueulasser le bazar. Donc, pour revenir à l'alchimie, il y a cette idée pour l'alchimiste de ne pas vendre aux autres ce qu'il a vécu, ses initiations avec l'ange, de garder tout ça dans son laboratoire intérieur en secret, en silence, pour ne rien abîmer et juste laisser rejaillir sa connexion en lui. Alors, comment être certain de la motivation des intervenantes et intervenants dans votre livre? C'était du feeling? Comment vous les avez choisis? Alors déjà, on avait décidé de prendre que des gens qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas des stars du channeling ou qui n'en faisaient pas un commerce, de prendre vraiment que des inconnus. On avait beaucoup de candidats possibles et on a éliminé chaque fois qu'il y avait le moindre doute. Je m'en rappelle, il y a des gens aussi on sentait que le phénomène avait l'air vrai, mais qui avait l'air d'être un peu sous l'emprise de quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais qui avait pas l'air épanoui. Donc le fait, c'était aussi que ce soit des personnes qui vivent bien avec ça, qui, un peu comme Nicolas, qui n'en font pas tout un foin, enfin quelque chose qui est intégré à leur vie. Voilà, il y avait différents critères et au bout du compte, c'était quand même quasiment que des gens qu'on connaissait très très bien. Ce qui est déroutant dans les différents messages obtenus, c'est le sentiment d'unité. Les concepts communs qui se dégagent des entretiens, je les ai un peu listés, résumés. Enfin, si je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à me corriger. Alors, le premier concept, c'est tout d'abord, on ne regarde pas la réalité, mais un modèle que notre cerveau crée en permanence. Ça, alors, visiblement, t'as pas listé les mêmes que nous, mais c'est bien. Le néant serait à l'origine de tout. L'univers se déploierait dans un espace-temps où le passé, le présent et le futur existeraient en même temps. Ce temps ne serait alors qu'une illusion. Il existerait des univers ou des réalités parallèles. La mort du corps physique ne signerait pas forcément l'arrêt de la conscience, comme le montreraient les expériences de mort imminente ou les VSCD, vécus subjectifs de contact avec les défunts. Chaque conscience proviendrait d'une conscience universelle extérieure, et la matière que nous observons serait le fruit de notre conscience. Un petit peu de notre conscience collective. Ça c'est bien. Alors on a 1 heure pour chaque pour chaque question. Voilà, je ne vais pas vous demander de réagir sur chacun, mais effectivement, on peut. Voilà. Et en fait, on s'est amusé. Alors, on n'avait pas mis en évidence ces assertions-là, mais on en a mis aussi quelques-unes en évidence, puis on a essayé de voir si, alors de nouveau, c'est en toute humilité, mais de voir si ça correspondait un peu à la vision actuelle qu'on peut avoir en science. C'est des choses, il y en a certaines qui sont vraiment acceptées en science, d'autres qui sont en train de venir ou qui sont encore en discussion, mais de nouveau, ces personnes n'avaient aucune connaissance scientifique.
Et ça, c'est intéressant aussi, et ont été capables de dire des choses, enfin de retransmettre des choses qui sont tout à fait en cohérence avec ce qu'on conçoit actuellement. Alors on sent dans votre ouvrage que vous naviguez tout du long sur finalement une frontière floue qui existe entre science, philosophie, spiritualité, et vous finissez d'ailleurs par atteindre les limites de la démarche scientifique. La science, je vous cite, procède dans le manifesté mais ne peut rien dire du non manifesté. De plus, puisque chaque être humain regarde sa réalité et pas la réalité, peut-on finalement encore parler d'une approche objective? Est-ce que ça a encore un sens de dire qu'il existe une approche objective? Oui, il existe une approche objective. Nous, notre constat, et qui part aussi de notre vécu, c'est qu'il y a un moment donné, pour approcher ces grandes questions, où la science, elle va être démunie. La démarche intellectuelle ne peut plus rien en dire. Et où il faut entrer dans un vécu totalement subjectif et qui est malheureusement souvent difficile à communiquer. Oui. Ce serait d'ailleurs injuste si chacun d'entre nous ne pouvait pas avoir accès à la conscience, que seuls les scientifiques, par leurs calculs, pourraient comprendre et résoudre l'énigme de la conscience. Alors que c'est pas là le problème, c'est la conscience, c'est la connaissance de la conscience, c'est un vécu, c'est vivre le mystère de la conscience. Et chaque être humain qui est là peut le vivre. Alors en conclusion, c'est toujours la petite tradition dans mon podcast, j'aime bien de laisser le mot de la fin, donc quelque chose que j'aurais oublié de vous demander ou que vous voudriez dire en conclusion. Réappuyer sur le fait que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. En fait, c'est là, puisque c'est en fait en chacun de nous. Et il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. C'est dans la simplicité, dans ralentir, prendre le temps, en fait. Prendre le temps de se tourner vers l'intérieur. Ouais, il faut surtout pas se prendre au sérieux. Il faut prendre ça un peu presque comme un jeu. C'est très, très simple. On a tendance à voir l'accès au spirituel comme quelque chose de trop sérieux. En vérité, être simplement assis tranquillement en train d'éplucher une pomme, c'est un acte spirituel. Si on est totalement dans son acte. Merci.